Bien le bonjour à toutes et à tous qui rentrez doucement, progressivement dans cette 53e session. Je vous accueille donc ce 4 juillet pour la dernière session avant les vacances d'été. Et donc on se retrouvera à la rentrée début septembre, je crois le 5 septembre, pour poursuivre nos réflexions, nos travaux, nos échanges sur les méthodes, les outils, etc. Bon, ce matin, j'ai envoyé une accroche un peu, comment dire, un peu décalé, hein, puisque j'ai parlé du cerveau de vos collaborateurs, sans être méchant d'ailleurs, parce qu'il y a une petite polémique qui a surgi ces derniers jours suite à un article dans la presse et surtout suite à une étude du MIT aux États-Unis qui avait l'air de dire que l'IA grillait les cerveaux des gens qui s'en servaient. Bon, oui, sans doute. Sans doute, tout comme la voiture grille les capacités musculaires des gens qui s'en servent, hein, au lieu de faire du vélo ou de marcher, bien sûr. Pareil pour les frigos, qui nous rendent peut-être plus gourmands et plus gros, tout comme tout ce qui fait le progrès technique, humain, etc. Donc, il y a toujours un revers de la médaille. Donc, il faut savoir prendre les bons côtés du progrès et savoir contrôler, gérer les dérives potentielles. Alors, notre programme donc de ce 4 juillet, session numéro 53. Des rappels rapides comme d'habitude, et puis je vais vous montrer un petit document sur deux ou trois slides qui montrent des astuces ou des pistes de réflexion pour optimiser l'usage de ChatGPT, qui est sûrement l'outil le plus utilisé actuellement, mais pas que, puisque toute LLM, tout IA génératif pourrait être optimisé par les pistes qui sont évoquées dans ces documents. On va parler de cette fameuse étude du MIT et voir un petit peu ce qu'on peut en penser. Et je vais faire un petit chaînage à l'aspect des-skilling. Alors pour tout vous dire, je vais être très honnête avec vous, ce mot-là, je le connais depuis une semaine. Alors évidemment, les skills, ça faisait un moment qu'on en parlait, hein, puisque on parle des soft skills, des hard skills, etc. Bon, donc on sait que c'est les compétences, mais j'ai entendu dans la bouche d'un gars très savant qui est beaucoup sur les plateaux de télé, qui anime des conférences, etc. D'ailleurs, qui en vit, il s'appelle Luc Ferry, que tout le monde, je pense, connaît, qui a, dans une émission de télé, je ne sais plus laquelle, parlé de deskilling. Bon, et je me suis dit, oh là, deskilling, c'est quoi cette bête-là? Donc j'ai à peu près compris le sens, mais je suis quand même allé voir. Effectivement, je me suis dit, tiens, bon, c'est un sujet qui est intéressant, d'autant plus que je pense que c'est quand même un peu ce qu'on vit malgré tout dans les cabinets avec toute une nouvelle génération de collaborateurs qui est embauchée et pour laquelle on a quelques réserves sur la qualité, le niveau, le rapport, j'allais dire le rapport qualité-prix. Bon, c'est pas très joli, mais pour un être humain, mais c'est un peu quand même ce que je veux dire. Et donc, je vais évoquer quand même ce sujet-là, hein, on va dire en chapeau de cette réflexion un petit peu sur la stratégie, parce que quelque part, la stratégie des cabinets, est-ce qu'elle doit reposer sur l'humain? Et ça, je pense que généralement, vous y tenez. On va en reparler aussi un peu plus tard. Est-ce que ça veut dire demain plus d'humains? Est-ce que ça veut dire demain plus d'humains qualifiés de haut niveau ou de niveau de plus en plus élevé? Parce qu'à un moment donné, les robots vont venir manger toute la basse valeur ajoutée des tâches de production et de toutes les tâches qui se déroulent dans un cabinet. Donc, on peut imaginer qu'il va falloir pousser tout le monde vers le haut. Et donc, si en plus on fait rentrer des gens qui sont encore moins costauds que les gens que vous aviez déjà, il y a quand même un léger paradoxe. Et je pense quelque part, le sujet de la pénurie de collaborateurs, le sujet de la hausse de la masse salariale et donc des rémunérations demandées par ces collabs pénuriques, quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir une sorte de croisement des courbes qui fait que baisse du niveau des gens égale robotisation croissante égale replongée de la courbe des rémunérations, voire plus de rémunération parce que plus d'embauche. Bon, on peut imaginer tout ce que vous voulez. Moi, j'ai mon avis, mais après, tout le monde n'a pas à le partager, hein. On va voir, on va en parler. Et puis donc, où en est votre stratégie IA, hein, je vais vous parler de ma vision de l'avancement des cabinets depuis 2 ans et demi environ, 2 ans et demi, 3 ans presque.
Bon, voilà, je vais vous confier un petit peu ça. La prochaine date et le prochain thème de notre webinaire, on va enjamber l'été parce que là, fin juillet, je sens que tout le monde a envie de partir et donc de régler les urgences avant de pouvoir s'évader pendant 3 ou 4 semaines. Donc, bon, je pense qu'il vaut mieux vous laisser un peu tranquille maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on sera totalement inactif pendant entre maintenant et on va dire fin juillet. Mais voilà, on va vous laisser un peu tranquille sur les webinaires. Donc le 5 septembre, on vous fera par contre un retour d'expérience sur la vie d'agent IA qu'on aura installé dans des cabinets, hein, agent IA de gestion des emails, puisque c'est le premier qu'on a voulu mettre en place dans la plupart des cabinets dans lesquels on intervient, puisque ça nous semble être un agent IA prioritaire par rapport à un sujet qui est gestion de boîte mail absolument pléthorique qui vous prennent beaucoup de temps à gérer, avec souvent beaucoup de retard, avec des tas d'emails jamais répondus, à peine lus, etc. Enfin bon, voilà. Et donc derrière ça, ben, c'est toute l'organisation qui en découle, hein. Donc j'en ai parlé quand même à de nombreuses reprises dans les sessions précédentes. Je refais un petit rappel donc de la page et du lien pour accéder à cette page sur laquelle vous avez tous les replays et tous les diaporamas, hein. Donc vous avez le lien qui est en dessous. Donc ça vous permet de retrouver la trace de tout ce qui s'est passé depuis des mois et des mois. Et ça fait quand même donc la 53e session, hein. Donc il y en a quelques-unes. Elles n'ont pas toutes été filmées. On a pu avoir 2, 3 fois où il y a eu des petits problèmes techniques qui ont fait qu'on n'a pas réussi à voir la vidéo à la fin. Mais en général, sur les 53, il y en a peut-être une cinquantaine sur lesquelles vous avez les vidéos et donc le replay et les diaporamas, ça à coup sûr. Voilà. Alors, évidemment, il y a des choses qui datent de 2 ans et demi ou 3 ans qui sont datées maintenant, hein, voilà, qui correspondent peut-être plus à des choses qui sont dans l'actualité et des choses qui sont aujourd'hui la réalité de l'IA et de son avancement et tout ça. Mais déjà, si vous remontez sur 6 mois, un an, tout ça est assez pertinent parce que si ça a évolué très fortement au niveau technologie, à l'extérieur, dans les cabinets, on peut dire que tout ce qu'on a dit depuis au moins un an, c'est toujours, voire 2 ans, est toujours très, très pertinent. Voilà. Je vous rappelle aussi le kit facture électronique. Donc voilà, je pense qu'à la rentrée, dès maintenant pour les plus avisés et à la rentrée pour les autres, vous allez vous mettre sur le sujet. Évidemment, au congrès, on va en parler sûrement abondamment. Donc nous, on a fait ça. On va travailler cet été, ou une partie de l'été en tout cas, pour vous amener des agents IA qui vont mécaniser toutes les actions à exécuter sur la mise en œuvre de ce déploiement au service de vos clients, puis au service de votre cabinet évidemment. Donc, il ne faut pas trop traîner non plus, hein. Je l'avais dit, il faut attendre début 2026 pour avoir les candidats validés, hein, certifiés par l'administration fiscale. En attendant, vous pouvez déjà commencer à préparer du travail, à segmenter vos clients, à commencer à réfléchir par rapport à vos éditeurs préférés, éventuellement à JeFacture pour avoir une plateforme un peu généraliste pour du client TPE, pas trop équipé aujourd'hui. Voilà, bon. Je pense que commencer la réflexion le plus tôt possible, ce sera quand même mieux que de s'y prendre au dernier moment. Au passage, je vous rappelle aussi le GPTs, donc le chatbot que j'ai créé sur le sujet, hein, qui est parfaitement à jour de tout ce que je vous ai montré juste avant, et y compris du nombre de PDP, puisqu'aujourd'hui on est passé à 96 PDP candidates officiellement. On va sûrement dépasser la centaine. Combien la DGFiP en gardera à la fin, j'en ai aucune idée. Mais à un moment donné, voilà, vous aurez un choix énorme. Certains techniciens responsables de la facture électronique chez les éditeurs que j'ai pu avoir récemment, je ne citerai pas lesquels, mais m'ont dit que bon, ils étaient prêts, mais optimistes modérément, quoi, parce que ça va être compliqué quand même l'histoire, hein, s'il faut interconnecter. Même ne serait-ce que 50, 60 éditeurs, plus le PPF, et l'État nous a habitués à des choses avec le guichet unique ou d'autres un peu à grosses péripéties, et puis souvent pendant plusieurs années. Donc, c'est pas un sujet qui va se faire en claquant dans les doigts, sûrement. Voilà, donc en tout cas, sur le chatbot, c'est en place.
hein. Donc ce GPTs avec cette adresse URL, vous y accédez. Vous pouvez le donner à vos collabs, à vos clients, parce que c'est fiable. Il y a vraiment derrière tout le matériel qu'on a mis dans le kit et tout le matériel qui est livré en public, hein, sur le site de l'Ordre des experts comptables, sur le site des GFIP, sur le site de JeFacture, enfin bon, sur tous les sites un peu référents. On a des documents et on retrouve pour le questionnement ces documents dans les documents de référence. Donc c'est costaud. Voilà, une petite info qui date d'il y a quelques jours. Donc Cyril Sautreau, qui est président de la FEMPE, pardon, dit voilà, ça y est, bonne et grande nouvelle, l'annuaire de PPF, donc de la plateforme publique, est en production, est en ligne, d'accord? Et il y a eu déjà la première facture qui est passée dessus, donc ça y est, ça marche. Donc ça datait du week-end dernier, hein, donc ce post sur LinkedIn a été émis il y a peut-être 2, 3 jours, à tout casser. Voilà, donc ça y est, le lancement est fait, l'annuaire est en place normalement. Voilà, donc on peut commencer un petit peu à travailler. Je voulais juste commencer par 100 astuces sur ChatGPT. Alors j'ai découpé en 3 slides parce que le tableau que j'ai trouvé sur LinkedIn, qui était, je trouve, assez sympa, était trop gros. Je l'aurais mis en tout petit, c'était illisible. Donc j'ai découpé en 3 morceaux. Ce que je trouve intéressant dans ce tableau, c'est que ça donne plusieurs points de réflexion. Premier point de réflexion, des sortes de framework, donc de cadres de réflexion. C'est-à-dire que quand vous dites propose-moi une stratégie commerciale en te servant de la méthode AIDA, donc c'est attention, intérêt, je sais plus, désir, action. C'est très connu, évidemment, et l'IA, elle a lu des tas de contenus là-dessus, et elle va être capable de vous formaliser une réponse sur une méthode, une sorte de framework, hein, de cadre de formulation, voilà, avec souvent des anagrammes, et là, vous avez plusieurs anagrammes pour présenter l'information d'une certaine façon. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais vous diriez, propose-moi une stratégie océan bleu. Pour sortir mon cabinet de la non-rentabilité sur certains clients en tenue comptable, il vous proposerait quelque chose. Alors, rappelez-vous, hein, je vous avais dit, utilisez plutôt O3 si vous voulez faire des réflexions un peu profondes et vous servir de framework comme ça que le ChatGPT 4.0 de base, qui est un peu léger, qui répond vite, mais qui va être un peu plus léger. L'autre va réfléchir beaucoup plus. Alors, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'on a aussi des raccourcis clavier, comme on dit, hein, donc aussi bien pour PC que pour Mac. Donc, c'est des combinaisons de touches qui vous permettent d'accéder rapidement à des situations, des fonctionnalités dans ChatGPT. Alors évidemment, on aurait pu le faire sur d'autres LLM, mais c'est quand même celui qui est le plus installé, donc voilà. Après, vous avez des petits pavés comme ça qui dit, voilà, sur l'aspect contenu, rédaction, voilà ce qu'on peut faire. Résumer un texte, réécrire pour plus de clarté, générer des sujets de blog, etc., etc., etc. Ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de regarder ces 3 slides et de vous poser par rapport à votre problématique cabinet en disant, ça, résumer un texte, à quel endroit ça peut me servir dans le cabinet? Bon, parce que les réponses qui sont dans la colonne de droite, bon, elles sont un peu légères parce que je pense que le gars qui a construit ce tableau voulait pas que ça prenne des prompts de 10 lignes, de 20 lignes ou de 3 pages, évidemment, c'était injouable. Donc il a fait du très léger, quoi. Mais le prompt pourrait être beaucoup plus musclé, structuré, etc. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de dire résumer, réécrire, générer, rédiger un post, générer des accroches, etc. Essayer de voir par rapport à tout ça comment vous pourriez vous en servir chez vous. Et souvent, moi, je me heurte quand j'interviens dans des cabinets, soit des associés, soit des cadres ou des collaborateurs qui me disent, mais on voit pas trop bien ce qu'on pourrait faire avec l'IA dans l'absolu chez nous. Mais ils disent ça parce que pour eux, leur outil principal, c'est l'outil de production. Donc, ils sont dans un outil de production de compta ou de paye ou ce que vous voulez, et ils font tout là-dedans. Mais il y a une autre vie à côté. Il y a beaucoup de choses que vous faites et là, vous pourriez trouver beaucoup d'idées. La deuxième slide, c'est pareil sur d'autres axes, donc business et productivité.
tech et programmation, donc pour ceux qui voudraient faire un peu de code ou peut-être écrire un petit jeu ou s'amuser un peu avec l'IA, ou aller dans de la maîtrise avancée de l'IA. Là, c'est pareil. Je vous conseille de parcourir un petit peu tous ces points qui sont dans la colonne de gauche en gras, et peut-être que ça va vous générer des idées d'utilisation et donc d'optimisation dans votre cabinet. Hein, donc voilà, je vais pas évidemment vous dérouler tous les points qui sont marqués dans ce tableau, parce qu'il y en a beaucoup trop, il y en a 100 évidemment. Et par contre, vous, je pense que vous pouvez en faire votre profit. La troisième, apprentissage et création. Alors ça peut être très intéressant parce qu'on va parler tout à l'heure justement de de-skilling des collaborateurs. Mais tiens, on ne pourrait pas se servir de l'IA pour faire de la formation. On ne pourrait pas se servir de l'IA pour créer un chatbot sur lequel un collaborateur peut aller se renseigner pour avoir des informations sur une méthode de travail, sur un secteur d'activité, sur un métier particulier, sur tout ce que vous voulez. Ben oui, sûrement. Et donc, ça peut être très intéressant de se servir de l'outil pour se former, voire même de se former à une langue étrangère. Hein. Le côté vocal est rentré largement dans ChatGPT depuis quelques années. Et donc, je pense que vous pouvez utilement vous servir de l'outil dans toutes ses fonctions multimodales aujourd'hui, pas que texte, hein, pas que derrière une frappe clavier, mais avec aussi la fonction vocale, aussi avec les images, aussi avec la vidéo. Enfin, là, il y a énormément de choses que vous pouvez faire et je pense que là, en ayant lu ces trois slides, ça va vous donner plein d'idées. Voilà. Bon, si vous voulez aller plus loin, vous avez le nom du gars qui sur LinkedIn a fabriqué le tableau. Si vous voulez le suivre parce que vous trouvez que ses idées sont intéressantes, n'hésitez pas. Bon, des gens qui sont intéressants sur LinkedIn, il y en a quand même beaucoup, beaucoup sur l'IA. Hein, puis après, il y a aussi des charlatans, mais bon. En tout cas, j'ai trouvé ce tableau assez sympa et ça peut donner des idées. Voilà, donc je vous conseille de jeter un œil. Alors, on va passer à cette fameuse étude du MIT qui a fait couler pas mal d'encre. Alors, il en a fait couler sur les réseaux sociaux. Il y a même des gens de la profession très connus qui en ont parlé, qui se sont appuyés dessus pour dire des trucs. Voilà, l'IA va nous rendre un peu cons, pardon pour l'expression. Là, dans le Figaro, c'est un article d'un philosophe qui a sa tribune régulière, donc qui écrit sur, voilà, qui réfléchit, c'est un grosse tête. Et donc, voilà, il disait, voilà, il y a une étude au MIT et on s'aperçoit que bah, les gens, ça y est, dès qu'ils se servent de ChatGPT, ils réfléchissent plus. Voilà, les neurones ne travaillent plus, ils se décomposent. Ils étaient beaux, musclés et ce que vous voulez avant, et depuis, ils sont tout maigres et inintelligents possible. Bon, ok, on peut le voir comme ça, hein, mais c'est ce que je dis, c'est voilà, arrêtez de prendre la voiture parce que ça vous évite de faire marcher vos petites jambes. Arrêtez d'avoir un frigo et à ce moment-là, vous allez cultiver tout et là, vous aurez des gros muscles parce que vous allez bêcher votre jardin. Voilà, arrêtez d'avoir l'eau courante parce que vous irez chercher l'eau à la source à 3 km et ainsi de suite, quoi. Voilà, on peut jouer comme ça, hein, si on pousse le raisonnement dans ce truc-là. Moi, je pense que c'est un peu, alors c'est un peu outré, c'est pas faux non plus, hein. Lisez l'article tranquillement, c'est pas tout à fait faux, parce que ce qu'il dit, il y a quand même aussi des choses qui sont arrivées, hein. On va en parler pour l'histoire du deskilling des collaborateurs, parce que les collabs, quand ils ont fait leurs études, là, il y a quelques années en arrière, ils n'ont pas oublié de se servir de Google largement, hein, pour faire des recherches, pour faire des choses. Mais encore une fois, voilà, moi je me souviens qu'un jour j'ai acheté une calculette, c'était parmi les premières calculettes qui devaient se vendre sur le marché, je crois que c'était dans les années 70. Vous aviez une calculette dans la main dans le train, mais tout le monde vous regardait, quoi. C'était un truc de martien. Voilà. Puis après j'ai eu des ordis, puis voilà, puis voilà, on suit le progrès technique et on prend le progrès technique qui arrive. Alors évidemment, après, il y a effectivement des inconvénients liés au progrès technique. Les réseaux sociaux, peut-être parfois, dans certains aspects, en sont un exemple. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça devient prise de tête et ça commence à les rendre un peu fous. Donc c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre entre je me sers d'un outil, mais pas trop, assez. Je garde mon sens critique, je garde mon bon sens surtout, et j'essaie de continuer à réfléchir avec mes propres neurones, quoi. Voilà, je réagis pas à chaud sur tout, je prends un peu de recul, j'analyse, je lis des avis concurrents. C'est pareil pour l'IA, quoi. C'est un outil. Il y a le pire, il y a le meilleur dans l'IA. Voilà. Donc,
En suivant ça, donc vous lirez tranquillement l'article. Alors, j'ai découpé l'article parce qu'il était trop grand pour là aussi pour être lisible. Donc, faut remettre le petit bout de droite sous le gros bout de gauche parce que sinon vous n'aurez pas la continuité de la lecture de l'article, hein. Mais les colonnes, les trois colonnes, elles sont les unes sous les autres si vous voulez lire les choses comme il faut. Voilà. Une réaction que j'ai trouvée intéressante et intelligente d'une avocate spécialiste d'ailleurs de la cybersécurité, donc c'est toujours intéressant. Elle dit non, ChatGPT ne grille pas mon cerveau, il m'aide à mieux l'utiliser. Moi, je suis assez d'accord avec ça, parce que c'est vrai que en travaillant avec l'IA, on découvre une masse d'informations extraordinaires, ça nous aide à être beaucoup plus créatifs, et ça nous aide à aller beaucoup plus loin dans certaines choses dans lesquelles on n'aurait jamais pu aller par manque de temps, par manque de possibilités, etc., par manque de sources. Bon, parce que Google, si vous tapez des mots-clés ou une phrase et qu'il vous sort 20 000 sites, c'est injouable, quoi. C'est injouable. Vous lisez une page, voire deux, voire trois, puis après c'est fini. Or là, avec l'IA, ça vous digère des choses quand même qui sont quand même beaucoup plus synthétiques. Alors toujours pareil, avec les biais, avec donc culturels, géographiques, les biais idéologiques, politiques peut-être, etc., religieux, j'en sais rien. Toujours est-il que voilà, il faut garder son sang-froid et son sens critique, mais je pense qu'on peut s'en servir vraiment bien. Et donc cette dame a mis un visuel en appui de ça que je ne peux que prendre à mon compte, hein. Non, bah, ChatGPT grille pas mon cerveau, enfin j'espère pas, vous me le direz. Mettez des commentaires hein, si vous voulez me dire que si, là je commence à être un peu sévèrement attaqué. À mon avis, il m'aide à mieux l'utiliser. Et je suis assez d'accord avec ça. Bon, ça remplace pas ma façon de penser, mais ça m'aide. Et ça, quand elle dit ça pousse à me réinventer, là, je suis 1000% d'accord avec ça. C'est assez extraordinaire. Et la façon de tout à coup envisager le moindre travail, la moindre des tâches qu'on a réalisées dans sa société, voire même dans sa vie personnelle, c'est assez étonnant si on a ce réflexe-là permanent de se dire bah, ce que je fais avec mon réflexe conditionné, parce que je le fais depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., pourquoi je ne le ferais pas autrement aujourd'hui? Donc ça va vous créer aussi des nouvelles connexions dans les neurones et ça va vous garder, à mon avis, en jeunesse intellectuelle, mentale. Donc je ne crois pas que ce soit si mauvais que ça. Mais bon, voilà, on peut être philosophe et dire des conneries aussi, quoi. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de deskilling. Alors, j'ai posé une question à ChatGPT. Déjà, je lui ai demandé ce que c'était que le deskilling. Hein, parce que bon, je voulais être sûr d'avoir bien compris. Donc, il m'a dit, bah voilà, c'est une déqualification ou une dévalorisation des compétences. Donc, sur voilà, les processus qui sont nécessaires au travail d'un salarié, par exemple. À un moment donné, c'est que il y a des compétences qui étaient encore valables ces dernières années sur un poste de travail, qui sont devenues périmées, inutiles. Et donc, à un moment donné, bah, ça veut dire que les gens, avec cette ancienne façon de fonctionner, peut-être des choses qui sont apprises à l'école, à l'université, etc., bah, ils sont plus équipés pour le travail qu'ils vont avoir à faire maintenant. Voilà. Donc c'est la perte, l'obsolescence, je crois que c'est le bon mot, l'obsolescence des compétences. Et ça, c'est quand même très intéressant à évaluer parce que quelque part, ça répond sûrement à des questions qu'on se pose aujourd'hui face à ces générations qui arrivent, qui déjà ont une autre façon que nous de réfléchir à leur vie personnelle, à leur vie au travail, etc., mais qui en plus arrivent des fois avec beaucoup de légèreté technique ou voilà. Mais si cette légèreté technique, on leur apprend à la compenser avec les outils du moment, pour justement apprendre avec l'IA, pour avoir ce sens critique, voilà, pour voir les informations sous plusieurs facettes, peut-être que ça va changer un peu les choses. Donc là, on nous a donné des exemples concrets sur, par exemple, un comptable ou un gestionnaire de paye. Effectivement, alors, les causes les plus fréquentes, évidemment, c'est tout ce qui est automatisation. Et avant l'IA pure, il y a eu de l'automatisation depuis très, 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 très longtemps. Vous l'avez toujours connu, l'automatisation. Mais c'est arrivé par étapes successives et vous l'avez absorbé au fil du temps. Après, il y a tout ce qui est, alors l'IA évidemment met une énorme couche là-dessus et nous on en parle depuis longtemps, enfin depuis longtemps, depuis presque 3 ans, on en parle parce que, alors moi j'en parlais déjà au Club RCA ou dans l'émission,
puisque j'étais déjà un fan du no-code, donc Make, Zapier, N8N, etc., pour automatiser des processus, des workflows, comme on dit. Mais là, quand vous rajoutez dans ces workflows automatisés de la puissance de l'IA avec des agents IA, ça prend une puissance exponentielle que très souvent on ne connaissait pas jusqu'à présent. Après, tout ce qui est standardisation des processus, évidemment, on découpe, ben, c'est un peu le principe de la chaîne, qui a été inventé par Ford, par exemple, dans le monde auto, mais quelque part, on découpe. C'est vrai que ça dépersonnalise un petit peu le travail, ça le rend peut-être moins intéressant, ça le rend plus fiable, peut-être, plus performant, mais à un moment donné, côté humain, peut-être que c'est moins bien. Voilà. Bon, il y a plusieurs choses. Après, il y a des choses qui sont externalisées hors du cabinet ou hors de l'entreprise. Et donc, quand vous ajoutez tout ça, évidemment, à un moment donné, les gens deviennent moins employables, moins motivés, hein, ils ont une perte de sens, comme dit la diapo. Et puis sur l'organisation, bah, les gens ils se laissent un peu porter par des voies automatiques. Et puis bon, voilà, on leur dit de répondre, d'appuyer sur le bouton rouge. Ils appuient sur le bouton rouge. Ils savent plus trop bien pourquoi ils appuient sur le bouton rouge, mais c'est comme ça. On en reparlera avec des exemples tout à l'heure. Voilà. Donc les effets maintenant sur des cabinets d'expertise comptable donc chez nous, hein, sur la compta, sur la paye, sur le juridique. Bon, j'ai pris les grandes masses de votre chiffre d'affaires. Il y a peut-être une petite partie sur le CAC aussi qui pourrait se rajouter. Toujours est-il que face à des manifestations concrètes de ce deskilling, il y a des effets ou des risques derrière, et donc il faut voir comment on peut les gérer. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas qu'une impression, puisque il y a eu pas mal d'études qui ont été menées ces dernières années ou ces derniers mois pour essayer de comprendre quels sont les effets de ce deskilling, comment ça se mesure, etc. Donc c'est vrai que là, quand on regarde des études de l'OCDE, d'ISG, de France Stratégie ou d'autres, on se rend compte qu'il y a quand même des choses quand même très impactantes, qui font qu'à un moment donné, si aujourd'hui vous n'êtes pas encore trop conscient de ce changement de paradigme, je pense que la conjonction de l'IA et de la facture électronique, là, qui est en train d'arriver très fortement, donc on a eu 3 ans d'IA générative. Il y avait déjà de l'IA dans les outils d'OCR et des choses comme ça depuis longtemps, mais là avec l'IA générative, ça accélère. Il va y avoir la conjonction de la facture électronique à partir de maintenant, on va dire, et beaucoup plus sur les 3 à 5 années qui viennent. Ça va être un énorme changement. Donc en l'espace de 5 7 ans, il va y avoir un énorme changement. Énorme. Aujourd'hui, vous ne le ressentez pas encore à ce stade-là. Aujourd'hui, on a l'impression que rien n'est urgent, que tout peut attendre. Moi, j'ai encore beaucoup de gens, beaucoup d'experts comptables qui me disent, ouais, mais bon, nous, on a toujours su nous adapter et tout ça. Oui, mais enfin, moi, je le répète, je deviens un peu gâteux peut-être. Je pense que la vitesse à laquelle ça se propage est peut-être souterrainement aujourd'hui. C'est un peu comme la maison en bois avec les termites. Pendant un moment, les termites, ils grattent, ils bouffent. La maison tient debout, mais quand la maison tombe, c'est d'un coup, quoi. Bon, c'est peut-être encore une fois un peu exagéré ce que je dis, mais je pense qu'à un moment donné, il y aura une accélération qui va s'amplifier et qui va faire que il vaudra mieux avoir anticipé là, là maintenant, voire avoir commencé il y a déjà 2 ans, 3 ans, que d'attendre encore 1 an, 2 ans, 3 ans, en se disant, bon, je vais d'abord regarder ce que font les autres, puis après on verra. Puis ça me semble bon, j'irai. Ouais, bah ça va être dur, hein. Donc là, regardez, il y a quand même cette phrase-là qui est quand même impressionnante. France Stratégie anticipe que 42% des emplois français sont hautement automatisables. Et évidemment, certaines catégories dans votre monde professionnel, donc compta, paye, sont quand même très fortement touchées. Là, j'ai travaillé ces jours-ci avec plusieurs cabinets et avec l'un de nos partenaires qui est Olivier Exbraya de Factory 456. Ben, voilà, on a travaillé sur des processus de comptable, paye juridique avec de la RPA. Voilà, la RPA, ça va 2 fois plus vite pour 5 fois moins cher qu'un collab. À la sortie, c'est un facteur x5, x10, quoi, en termes de gain de rentabilité. Est-ce que longtemps les cabinets vont dire non, 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 je garde mes collabs, etc. Oui, il faut les garder.
peut-être plus à faire de la tenue ou des appros ou des choses comme ça. Alors pour l'instant, vous allez me dire, oui, mais c'est pas possible de faire autrement aujourd'hui. Je le concède. Mais préparez-vous et préparez-les à ce que ça arrive très vite. Voilà. Bon. Donc les conséquences, bon, on s'en doute, hein, perte de maîtrise. Les rémunérations, ben, elles ont augmenté pendant un moment, y compris sur des collabs assez basiques finalement, en tout cas des réviseurs. Bon, maintenant, ça va peut-être se déplacer sur un autre niveau, hein, et je pense que la robotisation va faire en sorte que cet emballement des rémunérations et de cette pénurie qui a posé beaucoup de problèmes, ça va commencer à se calmer au fil des années. Voilà. Avant même que la facture électronique soit en place, hein, je vous le dis. Voilà, attrition et désengagement, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens voilà, qui sont plus engagés, plus motivés. Ils arrivent à l'heure le matin, mais pas une minute de trop. Ils repartent le soir aussi, ils ont déjà le manteau sur le dos avant de partir. Enfin, le manteau ou pas d'ailleurs, avec cette chaleur. Mais en tout cas, ils vont pas faire une demi-heure de plus. Et puis l'attrition, ben, vous le savez, ils peuvent partir facilement. Voilà. Donc, et en plus, dans le travail technique qu'ils vous proposent, c'est pas forcément d'une grande qualité et d'un grand sens critique, ce que vous reprochez assez souvent beaucoup à vos collaborateurs, et notamment peut-être les plus jeunes. Alors, il y a des pistes d'action pour éviter ce phénomène-là, hein, mais voilà, il faut y travailler, il faut les parcourir. Donc là, on parle d'upskilling, donc là, c'est le contraire du deskilling, hein, on essaie de remettre de la compétence ou de redonner une autre compétence pour compenser une perte par ailleurs. Donc il y a pas mal de choses. Alors, je vais vous le dire après, mais on en fera un sujet à part entière le moment venu. Encore une fois, avec l'aide de l'IA, avec l'aide de la formation avec de l'IA, des chatbots, etc. On va faire sûrement une session particulière là-dessus, parce que ça me semble intéressant de préparer cette reconversion au plus vite de vos collaborateurs pour pouvoir passer à l'étape d'après. Et quelque part, ça va rejoindre et rejaillir sur ce que je vais vous dire tout à l'heure sur ma vision des 2 ans et demi au moins d'IA qui est apparue donc fin 2022. Je pense que voilà, ça fait partie quand même du sujet et largement du sujet. Voilà, donc tout ça, c'est des moyens de se remettre un peu dans la course et de redonner de l'élan, de la motivation, etc. à vos collaborateurs. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Donc, au-delà des grandes phrases, oui, l'humain, machin, etc., bon, oui, ok, c'est bien, mais à un moment donné, on fait quoi? On fait quoi? Parce que je vois pas bien, et moi, je continue à avoir chaque année des suivis de cabinet sur de la période fiscale. Je vois pas la différence depuis 5 ans, 5 6 ans que je fais ça. Je vois pas vraiment beaucoup de différence entre aujourd'hui et il y a 5 6 ans dans la façon de mettre en œuvre les collaborateurs dans ces périodes fiscales successives. Donc ça veut dire que rien ne change, quoi. Ou très peu. Ou très peu. Voilà, donc si on fait une petite synthèse, donc ce deskilling, il est visible, hein, il est même mesurable aujourd'hui, donc il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience que cette conjonction IA plus facture électronique va accélérer le phénomène. Il y a des études qui le prouvent, qui le mesurent, hein, et donc je pense qu'il faut... alors, effectivement, le conseil n'est pas de dire j'arrête l'automatisation, je veux pas aller vers l'IA, machin, etc., et de freiner les cas de fer, parce que là, à mon avis, c'est injouable. Et là, vous sortirez du marché, on va en parler tout à l'heure au niveau de la stratégie, mais je pense que là, voilà, faut tenir compte de ce qui arrive, des phénomènes de société, des phénomènes technologiques, et voir comment on peut refaire cet upscaling. Donc, comme je l'ai dit, on en parlera dans une prochaine session, peut-être au mois de septembre, pour vous donner quelques idées, quelques techniques, quelques outils sur le sujet. Alors, ok, on a parlé des collaborateurs, on aurait pu parler de deskilling, peut-être d'experts comptables, hein, ou de cadres de cabinet. Bon, pas toujours, c'est pas toujours les autres, hein, c'est peut-être qu'il faut commencer par soi-même pour voir si on n'est pas soi-même un peu déphasé par rapport à ce qu'on devrait faire. Bon. Juste une petite anecdote sur un autre secteur d'activité. C'est une information qui est sortie cette semaine.
sur des travaux faits en IA avec ChatGPT et notamment O3, qui est le modèle avancé de raisonnement, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui travaille sur le médical. Et donc, très important, Microsoft qui a mis en place des outils, donc ce qu'ils appellent une super intelligence médicale, et qui dit que en termes de gains de réussite des diagnostics médicaux, on est à 300% de gains, quoi. C'est-à-dire que là où les médecins humains faisaient un diagnostic qui était juste à 20% de réussite, l'IA multiplie par 4, quoi. Donc c'est vraiment plus 300%. Bon, on se dit quand même, la médecine, c'est un peu compliqué aussi. Est-ce que la comptabilité ou le social ou le juridique ou je sais pas quoi, le fiscal, ça serait pas un peu pareil, quoi, quelque part? Est-ce que les IA vont pas être capables de monter en puissance là-dessus? Donc je dirais que il faut que tout le monde se sente, et moi en tant que consultant, hein, je le reconnais aussi. Aujourd'hui, quelqu'un qui tape un prompt en demandant à ChatGPT une stratégie pour, voilà, pour doubler le chiffre d'affaires de son cabinet, doubler sa rentabilité et diviser par deux son effectif RH, par exemple, il va avoir une réponse de ChatGPT, hein. Il n'y a pas besoin de consultant. Pourquoi pas? Donc voilà, je pense que tout le monde est amené à se mettre à se remettre en question. Et alors évidemment, vous allez dire, ouais, mais la compta, c'est plus compliqué que ça, machin, etc. Oui, oui, ok. Et le consulting aussi, c'est un peu plus compliqué. Puis il y a l'expérience, il y a l'empathie, il y a plein de choses. Mais bon, il faut pas trop se reposer sur ses lauriers parce qu'à mon avis, les choses sont en train d'aller bien vite, quoi. Voilà, donc c'est simplement une petite analogie pour se dire que ce deskilling, il pourrait monter très haut dans la pyramide, on va dire, des cabinets, y compris jusqu'à la tête des cabinets. Et donc, voilà, il faut se déplacer vers l'analyse, la détection, les raisonnements à haute valeur ajoutée, la créativité, beaucoup la créativité et l'imagination. Je pense que c'est très important pour se démarquer de l'IA, parce que l'IA n'a pas de créativité particulière, mais elle peut vous aider à être plus créatif, mais elle n'a pas de créativité particulière, hein. Par contre, si vous lui posez des questions qui lui permettent de recroiser des informations, elle peut produire des choses qui peuvent vous rendre plus créatif. Voilà, donc ça, c'est ça qui est important à mon avis. Alors justement, on va parler maintenant de notre sujet principal qui est où en est votre stratégie. Alors vous vous choquez pas si dans mon dessin on passe de 2023 à 2025, hein, parce qu'il n'y avait pas la place, je voulais pas faire un graphique qui faisait 20 mètres de large, donc 2022 c'est un peu l'apparition, et puis on a sauté à 2025 en passant par 23, 24, et il y a eu de très 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 gros progrès sur l'IA. Moi, ma vision très personnelle de l'avancement des cabinets là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé factuellement, je pense? Fin 2022 jusqu'à quasiment tout 2023, à mon avis, l'IA est quasiment passée sous les radars dans les cabinets. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à en parler dès janvier 2023. Je me souviens avoir fait une session au club RCA où j'avais montré des outils, où on avait joué. D'ailleurs, ça avait surpris vraiment tout le monde. Tout le monde était tombé de sa chaise en regardant les démos que je faisais, en regardant quelqu'un prendre. Je sortais un tableau avec des explications. On sortait même déjà des petites vidéos à l'époque. Bon, très, très frustre, très simple, mais ça marchait déjà. J'avais montré que je pouvais passer des écritures comptables. Enfin, j'avais montré plein de choses, mais les cabinets n'étaient pas acheteurs à l'époque. Ils- pour eux, c'était un truc venu d'ailleurs. Ils comprenaient même pas ce que ça faisait, à quoi ça servait, etc. Donc on a passé plus d'un an, il s'est rien passé là. La vraie prise de conscience, moi je l'ai ressentie sur votre marché, vraiment au moment du congrès de Marseille en octobre 2024. Là, ça a été boum, boum, boum au congrès. Ça a été la totale. Alors évidemment, on sait bien que tout le monde ne vient pas au congrès. Il y a peut-être, je sais pas, 3 4 000 cabinets, 5 000 6 000 cabinets qui viennent, en comptant les universités d'été à Paris, plus peut-être d'autres manifestations en région. Allez, à supposer qu'il y ait un tiers, voire la moitié des cabinets comptables et des experts comptables qui aient fait cette prise de conscience, mais je pense qu'elle était réelle. Elle a quand même assez impressionné, hein, malgré tout. Mais voilà. Mais
qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc depuis fin 2024 et jusqu'à mi-2025, c'est-à-dire aujourd'hui, je trouve que la mise en œuvre a été assez timide, hein. Évidemment, avec les 6 mois au milieu de période fiscale, donc évidemment, ça gèle tout, hein. Il y a plus de temps, il n'y a plus de temps de cerveau pour faire autre chose que ce qu'on fait depuis belle lurette. Et donc, ça a tout arrêté. J'ai des missions qui ont démarré fin 2024, début 2025. J'ai eu le plus grand mal et même, je dois avouer que j'ai fini par laisser courir un petit peu à faire avancer les cabinets à cette période-là parce qu'on ne peut pas aller contre le courant à un moment donné, si c'est pour se noyer ou se fâcher, ça sert à rien. Donc j'ai laissé les gens vivre leur vie et c'est sûr qu'à partir de mars, avril, mai, juin, puis maintenant les gens sont quand même un peu fatigués, donc on ne fait pas grand-chose, et puis après août, et après on va revenir en septembre. Voilà, donc on n'a pas un avancement monstrueux par rapport à tout ça. Donc, si je résume ce qui s'est quand même un petit peu passé sur le terrain, les gens qui ont compris quand même ces phénomènes-là ont pris des abonnements. Bon, ça peut être juste individuel ou juste les associés. Ils ont commencé à apprendre un peu à faire des prompts, ils ont fait des petites formations. Certains ont compris qu'il fallait faire des formations depuis février, je ne sais plus combien, le 21, un truc comme ça. Il y avait un règlement européen qui disait qu'il fallait avoir formé à tout prix les collaborateurs d'une entreprise si jamais on mettait de l'IA en action dans son cabinet, ce que beaucoup d'experts comptables ignorent totalement aujourd'hui. Mais bon, certains ont fait des formations, ils ont découvert ChatGPT ou Copilot ou d'autres, hein, Claude, Perplexity, etc., Gemini. Ils avaient vu au congrès Gamma pour faire des diaporamas automatiques avec un truc un peu dégueulasse sous forme texte, ça sortait des belles diapos, génial. Ils ont vu qu'ils pouvaient taper des petits emails pour faire des meilleurs textes et tout ça pour leurs clients, pour des prospects ou des offres d'emploi. Enfin bon, ils ont vu que le côté textuel était assez sympa pour faire des choses, peut-être pour écrire des petits articles de blog ou des posts LinkedIn. Voilà, ça a été assez pratiqué par les gens qui ont commencé à rentrer là-dedans. Ensuite, il y a eu quelques constructions de chatbots métiers ou procéduraux pour aider surtout les collabs en interne à connaître des informations soit techniques, soit d'organisation du cabinet. Et donc, certains cabinets ont vu que depuis ChatGPT en version un peu basique, on pouvait faire un chatbot assez facilement, hein, avec un petit paramétrage. Franchement, ça se fait en 10 minutes, hein, et encore. Voilà, donc c'est assez facile et ça peut rendre des services, et d'ailleurs même aux clients, pour ceux qui les ont publiés, on va dire, à l'extérieur. Voilà. Par contre, on a vu très très peu de stratégies vraiment structurées et surtout suivies sans la fameuse coupure de période fiscale, hein, très très peu. Franchement, je ne sais même pas si je peux citer des cabinets qui l'ont fait. Que certains se soient dotés de stratégies, oui, hein, mais par contre qu'ils aient pas levé le pied pendant 6 mois. Bon, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas trop vu, hein. Quant à l'usage des agents dont je vous parle depuis 2 mois, on va dire, même depuis plus longtemps, mais surtout depuis 2 mois de façon très concrète, et de la RPA, et etc. Alors là, c'est ultra confidentiel. Là, c'est vraiment une poignée de cabinets qui a commencé à mettre en place des choses comme ça, hein. RPA, c'est souvent des très gros cabinets qui ont fait ça parce que la RPA musclée, ça coûtait cher en licence, donc c'était pas trop abordable pour tout le monde. Ça va changer. Et les agents IA, ben, c'est un peu complexe techniquement à monter tout ça. Ça demande une réflexion, du paramétrage. C'est quand même un peu pointu aussi techniquement. Donc là, à part quelques jeunes experts comptables un peu geeks dans les cabinets qui ont pu lancer le truc, et c'était souvent dans des cabinets un peu structurés, un peu ouais, cabinets de 50, 100, 200 personnes, mais guère en dessous. Voilà, on n'a quasiment rien vu, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé sur les terrains. Alors, évidemment, il y a eu quand même des outils qui ont encapsulé de façon un peu plus visible des choses. Nous, on l'a fait avec Pilot Guard, hein, sur des rapports, des tableaux de bord annuels ou périodiques commentés automatiquement par l'IA avec de très bons résultats quand même, hein. Les commentaires sont très bons. Il y a même des vidéos qui peuvent sortir avec l'avatar de l'expert comptable. On a vu des outils qui faisaient du prédictif. On a vu différents outils qui est un peu plus novateur que d'autres, qui amenait des choses. Mais voilà, ça n'a pas été un raz-de-marée, mais alors pas du tout un raz-de-marée.
Ça a été gentillet, on va dire. Voilà, gentillet. Alors, euh, pourquoi c'était plutôt lent? Pour moi, trop lent. Mais bon, encore une fois, je pense qu'on est dans un marché où il n'y a jamais d'urgence. Il n'y a jamais d'urgence dans votre marché. Si, pardon. Les urgences, c'est de faire des bilans à l'heure et des déclarations fiscales ou des bulletins de paye. Mais pour le reste, dans votre changement, il n'y a jamais d'urgence. Jamais. Ça fait 30 ans que je connais votre marché, il n'y a jamais d'urgence. Est-ce que c'est en train de changer en ce moment? Ben, je ne le sais même pas. Réellement, je ne le sais pas. Oui, je vous l'avoue, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une urgence qui va faire que ça va aller tellement vite l'IA et la facture électronique que les gens qui vont pas bouger très vite vont avoir de très gros problèmes. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous en reparle tout à l'heure. Et donc, je pense que les raisons, quand même, quelque part, et le contexte, c'est on veut pas trop bousculer les collabs parce qu'il y a pénurie et ça, c'est dangereux. Premier point. Deuxième point, l'IA, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce machin-là dans un cabinet? Hein, il y a encore beaucoup de gens qui en sont là aujourd'hui, et pas que des collaborateurs. Ensuite, ce côté probabiliste qui fabrique des trucs pas très fiables des fois, avec des hallucinations et tout ça, et donc pas déterministe, c'est pas toujours un plus un égale 2, c'est des fois égal 3 ou égal un demi. Évidemment, ça dérange vraiment votre aspect rationnel, hein, cartésien. Bon, on verra comment on peut lutter contre ça. Ensuite, moi je constate quand même que sur le terrain, il y a eu beaucoup d'informations et de formations plutôt orientées, encore une fois, vers la production, vers des tableaux de bord, vers un peu d'analyse, vers des choses comme ça, parce que c'est votre ADN, quoi, quelque part, c'est normal, y compris l'ADN de vos collaborateurs. Ensuite, peut-être certains d'entre vous se disent, bon, on va attendre que les éditeurs nous collent ça à l'intérieur de leurs outils et puis voilà, on paiera l'abonnement qui va bien. Et puis ça sera encapsulé, comme ça on se casse pas trop la tête. C'est livré avec le bébé, voilà, et on attaque. Bon, ok. Ensuite, je pense qu'il y a quand même aussi de fortes réserves déontologiques, éthiques et tout ça par rapport à des aspects de sécurité et de confidentialité. C'est clair et net, ça c'est un point évident. Je pense aussi qu'il y a une peur, alors j'ai mis irraisonnée, point d'interrogation, de déshumaniser son cabinet. Je vais en reparler aussi de ce point-là dans un instant. Ensuite, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup d'ignorance des capacités de la RPA et des agents IA. Hein. Aujourd'hui, je pense que si j'interroge 100 experts comptables pris au hasard en France, il y en a 5 qui vont vraiment très très bien comprendre ce dont je parle. 10 ou 20 qui vont à peu près comprendre dans les grandes lignes, on va dire, et puis tous les autres qui vont dire ouais, là je vois, enfin je sais pas trop quoi, j'ai vaguement entendu parler peut-être et encore, mais je sais pas trop, je saurais même pas vous donner une définition de l'un ou de l'autre parce que je vois même pas ce qu'ils font et comment ils le font et tout ça. Donc voilà, je pense qu'on en est encore là quand même. Alors sur le premier point, ne pas trop bousculer les collabs. La période fiscale, c'est difficile de manager, c'est encore plus difficile de fidéliser. Bon, moi, je pose la question, et quelque part, la solution, elle doit venir de cette motivation, c'est que est-ce que ces collabs seront toujours employables hein, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, quand l'IA et la facture électronique auront fait de gros changements, de très gros changements, et que beaucoup de tâches auront disparu, est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir toujours leur place là, au sein du cabinet? Je vous interroge, hein. Je vous laisse réfléchir, mais ça va quand même faire du vide hein, sur 100% du travail d'un collab comptable ou social. À mon avis, il y a une bonne partie qui va dégager quand même, hein, et ça va aller vite. Deuxième chose, l'IA, qu'est-ce qu'on peut en faire dans le cabinet? Alors rappelez-vous le tableau ou les 3 slides où j'avais découpé un gros tableau avec plein de points de réflexion pour faire des choses. C'est vrai que très souvent, on pense trop à la production, donc on est un peu coincé au sein d'un outil fédérateur dans lequel vous faites tout. Donc, vous voyez pas comment, dans cet outil-là, vous pouvez faire autre chose ailleurs, etc. Bon, venez à nos webinaires, mais vous le faites, hein, et merci. De toute façon, l'IA traverse tous les secteurs d'activité et toutes les fonctions, et pas que la fonction production. Et donc, je pense qu'il y a même peut-être plus à faire très vite sur les autres fonctions dites transversales que sur la fonction production pour se servir de l'IA.
Après, l'IA sur la production, ça va être plus facile sur des aspects périphériques de services et de conseils que sur, on va dire, la mission de base. Parce que là, vous êtes obligé de rester dans un outil structuré pour l'instant, qui est fédérateur, dans lequel il y a toute l'info, des appros, de la tenue, de la révision, de l'alias, etc. Donc, vous ne pouvez pas trop sortir de ça, parce que c'est trop compliqué sinon à gérer pour vous. Vous ne pouvez pas avoir des petits bouts. Moi, quand je vous montre un prompt, il y a déjà plus de 2 ans, qui passe des lignes de compta, bah ouais, c'est bien si vous avez ça, mais comment vous en servez suspendu en l'air? C'est pas jouable, quoi, à un moment donné. Donc, je comprends très bien que sur les métiers et les tâches de base de production de votre activité, bah, voilà, vous êtes dans les outils de production, j'allais dire à pied et main liés, mais bon, je ne veux pas non plus donner une connotation négative, mais parce que ces outils sont souvent très bien faits, très intéressants, rapides, etc. Mais là-dessus, l'innovation, vous la verrez apparaître avec ce que vont vous apporter les éditeurs. Parce que de temps en temps, vous aurez un écran et puis à droite, vous pouvez faire apparaître un petit robot qui vous dit, ah tiens, là, tu peux peut-être faire ça ou machin, ou ce tableau-là, il faut contrôler ça ou quoi. Donc petit à petit, ça va apparaître là-dedans, mais ça sera intégré et donc ça sera dans votre abonnement qui va peut-être augmenter un petit peu au passage. Puis avec la facture électronique, il y aura aussi une petite plus-value. Donc je pense que les coûts informatiques vont pas en rester là, hein, si vous voulez mon avis. Bon, on va bien voir, hein, mais là, ils ont déjà pris une grosse claque en 10 ans. Ils pourraient reprendre la même claque dans les 5 à 10 ans qui viennent. Bon. En tout cas, l'IA, on peut faire plein de choses sur plein d'autres sujets, y compris des fonctions transversales. Et là, je vous dis, si vraiment vous avez envie de vous en occuper, il y a de quoi faire. Ensuite, le côté probabiliste, hein, et non déterministe, là, c'est vrai que c'est un souci. Je pense que ça peut se lever en ayant une bonne maîtrise de l'IA générative, donc une bonne maîtrise du prompting, une bonne maîtrise des modèles de langage. Donc, par exemple, quand je disais prenez O3 plutôt que 4O, ben, O3 est vraiment très fait pour de la réflexion approfondie, pour, je sais pas, de la réflexion stratégique, pour des choses comme ça, pour une étude approfondie, pour des comparatifs, où vous voulez que l'IA aille chercher beaucoup d'informations, la regrouper, faire des comparatifs, vous donner des stats, et même se recouper avant de vous donner l'information, prenez O3. Mais sachez qu'O3 prélude à des choses qui vont être encore beaucoup plus puissantes bientôt, puisque, comme je vous l'ai dit, on va avoir ChatGPT 5o, et donc là, alors 5 ou 5 je sais pas, mais 5 normalement peut-être dans le courant de l'été, c'est ce qui se murmure très fort, et ça, on va encore passer un stade supplémentaire. Donc, je vous dis, les hallucinations, tout ça, va y en avoir de moins en moins, et vous allez avoir des outils qui vont être capables de se recouper, de se valider, de valider tout ce qu'ils vous proposent comme information. Ça va pas être les 80% d'hallucinations qu'on pouvait avoir à certains moments il y a 2 ans ou 2 ans et demi en arrière. D'accord? Donc ce côté probabiliste sera de moins en moins gênant, à mon avis, ce qui n'empêche pas de conserver cet aspect sens critique, réflexion, garder un petit peu de recul par rapport à tout ça, essayer de voir d'autres sources, etc. Je vous conseille quand même de garder cet automatisme-là. Troisième point, c'est que effectivement, tout ce que j'ai vu passer est essentiellement sur, j'allais dire sur le marché, et dans l'information sur laquelle je fais de la veille, et je veille beaucoup, je lis beaucoup de choses et tout ça depuis 3 ans presque sur l'IA. Effectivement, dans votre profession, c'était quand même très axé sur la production, très axé sur l'analyse de data, très axé sur peut-être le fait de produire des rapports, de produire des emails un peu optimisés, tout ça. Mais quand vous analysez ça au regard des gains de productivité absolus dans votre cabinet et quand vous l'analysez au regard de la valeur servie au client, du conseil ou du service proposé au client, cette IA que vous avez peut-être adoptée depuis grosso modo un an, hein, ça ne vous a pas fait plus 20% de chiffre d'affaires ou plus 20% de productivité ou plus 20% de rentabilité. D'ailleurs, j'ai pas remis à jour mon petit schéma là, avec les gains de productivité depuis 6 ou 7 ans, mais cette année, j'ai regardé la nouvelle étude de la profession comptable qui est parue au mois de mai dernier. On a fait une année zéro, une année blanche en termes de productivité. Alors, c'est déjà mieux que les années d'avant, parce que les années d'avant, on était en perte de productivité. Sur l'année 2024,
on n'a pas de gain, on n'a pas de perte. C'est à peu près étal, d'accord? Mais sur 7 ans, on a perdu 25% de productivité. Donc ça reste quand même, on n'a pas regagné, hein. Donc voilà, ça veut dire que l'IA, depuis qu'elle est apparue, on va dire depuis début 2023, schématiquement, sur 2 ans et demi, ou sur 2 ans par rapport au compte 2024, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'impact aujourd'hui particulier sur les stats de la profession. D'accord? Et regardez chez vous, si vous n'avez pas fait, je vous dis, plus 20, plus, etc., sur tous les aspects de performance dans votre cabinet, sur tous les KPI, les indicateurs de votre cabinet, ça veut dire que l'IA a été un gentil gadget pour l'instant. Voilà, un gentil gadget. Et je pense que ça peut être beaucoup plus qu'un gentil gadget, hein, beaucoup plus, mais à condition, encore une fois, d'avoir une motivation plus forte et une vraie stratégie. Donc, attendre des éditeurs pour l'intégrer, bah, moi, je le vois venir. Le risque, il est évident, c'est que vous allez payer plus cher pour tout ça. L'IA, ça va consommer des tokens, donc les éditeurs vont vous dire, ah ouais, mais vous savez, ça consomme des tokens, donc il faut vous les faire payer. Ça coûte rien, les tokens, hein, pratiquement maintenant, c'est des millièmes de centimes d'euros, enfin des millièmes d'euros, pardon. Donc ça coûte rien, hein, mais on va vous les faire payer largement. Et puis il y a la facture électronique qui va rajouter sa couche, et puis je sais pas quoi encore qui va arriver derrière. On va vous vendre du prédictif, plein de choses, bien sûr très intéressantes, hein, mais on va vous le faire payer gentiment, quoi. Voilà. Bon, on verra, mais encore une fois, je pense pas que ça va diminuer tout ça. Donc plus vous serez indépendant, plus vous serez autonome, plus vous serez en maîtrise de tous ces outils-là, et moins vous pourrez payer. Bon, c'est mon avis depuis 2 ans et je maintiens que je pense que c'est ce qui arrivera. Ensuite, concernant l'aspect sécurité et confidentialité, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut y faire très attention sur plein de plans, hein, parce que les fake news, les failles de sécurité, plein de choses, la confidentialité sur les datas, etc., c'est vraiment démultiplié par la capacité, les capacités de l'IA, clairement. C'est-à-dire que là, on a plus de risques aujourd'hui qu'il y a 1 an ou 2 ans en arrière, clairement. Maintenant, il y a des solutions, hein. On peut anonymiser des fichiers. Je vous ai montré d'ailleurs, je pourrais vous montrer la prochaine fois un outil beaucoup plus abouti d'anonymisation qui est capable de capter des datas par des voies plus ou moins automatiques, par exemple des fakes, qui est capable de les anonymiser et ensuite de les soumettre à des prompts déjà dans une librairie, par exemple, pour sortir un rapport avec donc des LLM choisis également. Donc dans l'outil d'anonymisation, ce ne sera pas seulement la fonction d'anonymisation, ce sera la captation des datas, le traitement d'anonymisation, et pour en faire quelque chose qui sera aussi peut-être intégré dans l'outil avec des choix de modèles et des choix de prompts. Voilà. Et à la sortie, ça sortira un rapport formaté comme il faut, que peut-être sur un bouton, vous n'aurez plus qu'à envoyer sur la boîte mail d'un client. D'accord? Donc là, on essaie d'intégrer dans des processus, dans des petits workflows, ces utilités pour pas que ça soit, encore une fois, je juxtapose des tas d'outils les uns à côté des autres et donc des tas d'abonnements et donc je fais exploser mes coûts informatiques. D'accord? Autre chose aussi importante, c'est d'avoir des serveurs que vous maîtrisez, avoir tout en SaaS, où là, le serveur, il est peut-être aux États-Unis, il est peut-être en Chine, il est peut-être, on ne sait pas trop où. Bon, c'est pas forcément rassurant pour vos datas. Et ensuite, au-delà du serveur, on peut aussi avoir des SLM, donc des small LM, donc des petites IA génératives stockées sur votre serveur local et donc que vous pouvez consulter sans crainte pour vos données, sans même anonymiser les données éventuellement. D'accord? Bon, puis il y a des tas de techniques de sécurisation des données, des infrastructures et tout ça, pour justement, puis il y a le RGPD, bon, il y a le DSA, il y a plein de choses. Donc, c'est clair qu'il ne faut pas perdre de vue ces sujets-là, parce que c'est un sujet qui va monter fortement en puissance. Je pense que l'aspect cybersécurité va monter en puissance très fort dans les années qui viennent, hein, ça a commencé. Mais voilà, il y a des solutions aussi en face, donc il ne faut pas dire, oh, parce qu'il y a des risques, je ne bouge pas d'un poil, quoi. C'est un petit peu risqué. Le risque, là, il est certain. Si vous ne bougez pas, il est certain. Si vous bougez un peu, il y a un risque, mais c'est contrôlable. Ensuite, la peur irraisonnée, alors je dis irraisonnée, c'est mon avis, de déshumaniser son cabinet. Bon, quand on dit oh ouais, mais les robots, machin, ouais, c'est comme si je disais ouais, mais les ordinateurs, ça va déshumaniser le cabinet.
Bah, non, ça a juste donné un outil qui permet aux gens d'être plus performants dans leur boulot. Mais en quoi ça a déshumanisé? Parce qu'on pourrait dire l'email a déshumanisé, parce qu'au lieu de téléphoner, on envoie un truc ou un SMS. On pourrait dire, voilà, on pourrait dire de tout. Une plateforme, ça a déshumanisé. Un outil de visioconférence, ça a déshumanisé. Bah, oui et non, quoi. Ça dépend de comment on s'en sert. Toujours pareil, c'est un outil. Ce sont des outils. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'avoir des raisonnements primaires comme ça, un peu à l'arrache, en disant ouais, ouais, ça, c'est pas bon ça, c'est anti-humain. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que si vous arrivez à vous libérer 1 heure ou 2 heures par jour et tout le monde dans le cabinet pour aller faire des choses plus intéressantes au profit de vos clients, je suis désolé, au contraire, vous allez réhumaniser le cabinet parce que vous allez plus vous occuper des clients. Mais si vous êtes bouffé par des tâches à faible valeur ajoutée, plutôt désagréables à réaliser, et que ça vous bouffe les 3 quarts de la journée en permanence, et là, même les 3 quarts de l'année en permanence, je ne vois pas comment vous pouvez être plus humain vis-à-vis de vos clients, ou voire vis-à-vis de vos collaborateurs, vous. Ben non, vous avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps, tout simplement. D'accord? Donc non, il faut arrêter d'être un peu primaire dans sa façon de raisonner. L'IA va pas plus déshumaniser qu'autre chose. Elle va faire changer les choses. C'est un nouvel outil, il faut se l'approprier et il faut en être conscient que ça a par contre une force de percussion que ça n'a jamais eu. Il y a jamais eu aucun outil qui a eu cette même force de percussion. Donc faut quand même le maîtriser aussi. Voilà. Et puis, dernier argument, l'ignorance un peu des capacités de la RPA et des agents, hein, crée voilà, une sensation de perte de maîtrise, de contrôle et tout ça. Là, c'est pareil, c'est qu'une question de technique, quoi. Faut savoir, tout ce qui est étrange ou inconnu nous fait peur. Hein, c'est humain, quoi. C'est la loi du genre. Donc, à un moment donné, faut comprendre ce que c'est, il faut comprendre ce que ça fait, il faut comprendre comment ça fonctionne et comment on peut garder la main. Hein, le human in the loop, là, HITL, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même un agent IA, vous le contrôlez parce que vous lui avez donné des catégories, vous lui avez donné des mots-clés, vous lui donnez des instructions et des prompts, etc. Et l'agent, avant de faire quoi que ce soit, c'est comme un collaborateur que vous avez formé, il sait comment il doit travailler. Il peut même vous dire comment il a travaillé, comment il a raisonné à chaque fois qu'il a fait une action. Ce que vous n'avez pas forcément au niveau des collaborateurs, ou en tout cas pas facilement si vous voulez le consulter. Donc à un moment donné, l'agent IA ou la RPA, alors, RPA c'est beaucoup plus déterministe, même si ça peut peut-être se mixer avec de l'IA pure, mais la RPA c'est très déterministe, hein. Ça clique dans des choses et ça suit des workflows très balisés, quoi, hein. Donc en fait, il ne faut pas encore une fois garder ses freins pour éviter d'avancer parce qu'il y a des solutions partout, il y a une bonne façon de réagir, d'être logique, d'être dans le bon sens, d'être dans le sens critique, et ça fonctionne très très bien derrière. Alors je pense que pour vous poser la question, hein, j'ai mis l'image d'un banc de poissons et puis derrière il y a un gros méchant requin qui semble avoir faim, qui a les dents comme on dit. Où est-ce que vous êtes vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes ici avec les cabinets avant-gardistes? Est-ce que vous êtes un peu dans le ventre mou, je dirais, de la plupart des cabinets, hein, et ça rassure d'être au milieu du banc, dans les cabinets un peu tranquilles, vous dites, ouais, bon, ok, l'IA, on en a vu d'autres, hein, voilà. Est-ce que vous êtes carrément ici et là, pas très loin de la gueule du requin? Donc là, c'est la position un peu difficile des cabinets retardataires, hein, les cabinets qui n'ont rien fait, qui n'ont même pas pris un abonnement de ChatGPT, qui comprennent rien au sujet et qui ont tous les freins que je montrais à la slide d'avant. Voilà, j'ai schématisé sur 3 positions. À mon avis, il y a assez peu de monde dans la partie verte. Voilà, j'ai mis qu'un poisson, il y en a peut-être quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Ceux-là, alors oui, peut-être qu'ils essuient quelques plâtres, comme on dit, et ils payent quelques pots cassés, mais en même temps, cette expérience qu'ils ont acquise, qu'ils auront acquise, va leur servir énormément pour avancer après plus vite que les autres. Donc ça, j'en suis convaincu. Si vous êtes encore dans la partie jaune, bon, ça va, il n'y a pas un risque fou. Vous êtes peut-être plus à gauche ou plus au milieu ou plus à droite dans le rond jaune, mais vous n'êtes pas trop mal éventuellement. Mais attention, parce que si vous êtes au milieu, si vous allez par là, super,
vous ne serez pas en risque. Le requin, il aura toujours d'autres choses à bouffer avant. Si vous laissez courir le truc, vous pouvez vous retrouver ici, et là, tout à coup, vous êtes en risque. Donc aujourd'hui, je dirais que, et je pense qu'avec l'accélération de l'IA, tous les gens du milieu, ils vont passer très vite dans le vert ou très vite dans le rouge. À mon avis, il y aura beaucoup plus de monde qui va passer dans le rouge que de gens qui vont passer dans le vert. Parce qu'il y a je vous dis, parce qu'il n'y a pas d'urgence. Voilà. Quand on fait le point et quand on discute avec les gens et tout ça, il n'y a pas d'urgence. Non, ça va. Mais moi, je crois qu'il y en a une quand même. Voilà. Bon, encore une fois, je vous laisse mettre de vos pensées, de vos idées. Je pense qu'il faut quand même faire un petit peu attention à pas se laisser un peu dériver dans l'océan rouge, justement, et là où le requin va manger. Je vous rappelle que ce livre blanc va sortir et que vous pouvez, si vous voulez avoir un cabinet qui fait des étincelles, vous aurez ce lien pour le télécharger. Hein. On va parler de tout ce dont on parle nous depuis pas mal d'années, donc y compris les agents, IA, la RPA et tout ça, toutes les briques un petit peu intéressantes. Je vais faire en sorte d'insérer des témoignages de gens chez les éditeurs notamment, ou dans certains cabinets et certains experts comptables très avancés qui font des choses assez remarquables. Je les ferai témoigner. Hein, il y aura soit des vidéos, soit des témoignages écrits ou peut-être des petits podcasts. Je vais faire en sorte d'avoir quelque chose de très riche. On a quand même la chance maintenant d'avoir ces 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans d'expérience, et donc avec beaucoup de gens que j'ai pu voir autour de moi qui ont fait des choses assez remarquables. Donc je vais essayer de vous les faire témoigner un petit peu au travers de ce livre blanc. Celui d'il y a 2 ans, bah, évidemment, c'était juste une projection. Comme je l'ai dit déjà la dernière fois, je crois, ce qui s'est passé entre le premier livre blanc et ce qui va se passer dans le second, c'est une vraie révolution. Et la révolution a été beaucoup plus loin que ce que je pensais en 2023. C'est-à-dire qu'en 2025, on fait beaucoup plus que ce que je croyais qui allait arriver en 2023. Donc ça va vraiment, vraiment très vite. D'accord? Donc voilà, inscrivez-vous pour recevoir ce livre blanc dès sa sortie. Je vais le finir dans le courant de l'été et vous l'aurez peut-être en août, peut-être début septembre. Et inscrivez-vous pour être parmi les premiers à le recevoir. Il y aura peut-être des communications que je vais envoyer dans les semaines qui viennent, avant même que tout le monde soit complètement sous les palmiers, à la plage ou je sais pas où, à l'abri sous un patio à l'ombre, avec un petit jus de fruits et voilà une chaise longue. Je vais quand même vous envoyer quelques petits éléments d'information. Hein. Donc je vous rappelle pour les gens qui avaient encore envie et le temps de venir à Paris, il y a toujours, je crois qu'il y a une place qui reste donc sur le séminaire, donc 9 et 10. Certaines personnes ne viendront que le 9 parce qu'ils ne pouvaient pas venir les 2 jours. C'est quand même la journée, la grosse journée la plus forte valeur ajoutée à mon avis. Donc si vous avez 15 jours dispo, venez le 9, hein, si jamais vous venez avec nous. Mais on évoquera aussi l'aspect facture électronique, c'est-à-dire que on va faire en sorte, comme je l'ai dit, de créer des agents qui pourront booster toutes les actions de déploiement de la facture électronique, parce que là, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud bouillant pour, dans les 2 ans qui viennent, arriver à mettre en œuvre tous vos clients, ou on va dire 80% de vos clients, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Hein, pourvu que l'État s'y mette pas, mais ça va être compliqué. Donc voilà, dites-vous qu'on va essayer de mettre au point des choses qui vont vous aider si vous le souhaitez. Hein. Donc le 5 septembre, on sera sur des retours d'expérience hein, des agents IA, enfin de l'agent IA de gestion des emails. On commencera à voir un petit peu se dessiner comment ça se passe, le gain en confort, le gain de temps, etc., le gain peut-être de valeur délivré aux clients. On va essayer de vous montrer des choses quand même assez sympas. Euh, Derrière ça, puisqu'on est en train d'y travailler en ce moment, hein, on développe les tâches, les agendas, le suivi de notes de réunion, et puis progressivement les onboarding clients, collaborateurs, tout ce qui est aussi gestion des obligations, tout ce qui est gestion interne du cabinet. Il y aura des choses qui vont se perpétuer dans ces axes-là progressivement, mais je dirais que c'est brique par brique qu'on avance là-dessus, parce que les outils qui font
tout et trop de tout. À la fin, c'est trop compliqué. Ce sont des usines à gaz et on n'arrive pas à les avaler, quoi. Donc moi, je fais en sorte que vous puissiez absorber les choses petit à petit par étape. Sachez qu'il existe plein d'outils sur Internet qui font que la gestion des emails. Le problème, c'est que voilà, ça vous gère un flux, bien, voire très bien. Et puis après, le reste, ben, c'est encore plus ou moins déconnecté, tout ça. Donc la force des agents, c'est à la fois que c'est complètement automatique, autonome, et que ça fait le boulot en automatique ou en semi-automatique pour vous laisser la maîtrise, mais également ça relie tous les flux, toutes les actions, tout le suivi de ces actions, tous les agendas des gens, tous les workflows d'organisation interne du cabinet et de gestion du cabinet. C'est ça la force de ces workflows. Donc, on peut trouver des outils à 20-30 euros par personne et par mois pour faire que la gestion des emails. Il y en a et il y en aura de plus en plus. Le problème, c'est que ça fait qu'une partie de l'histoire, encore une fois. Et donc, c'est toujours pareil. Soit vous voulez juste un petit truc qui vous donne un peu de confort, qui vous fait peut-être gagner une heure par-ci, une heure par-là, très bien, mais ça fera pas la révolution dans votre cabinet. Soit vous voulez vraiment taper un grand coup dans la fourmilière et vraiment faire un gap de gain de productivité, de gain de rentabilité et de développement de chiffre d'affaires. Et là, il faut aller, à mon avis, vers des outils comme ça. Moi, je peux vous dire que pour moi-même, je suis en train de mettre en place des choses chez moi et je suis déterminé à avoir une batterie d'agents qui vont faire un maximum de travail en quasiment totale autonomie pour être beaucoup plus tranquille, bosser beaucoup moins, gagner pareil sinon plus et probablement plus et en y passant surtout beaucoup moins de temps, quoi, avec beaucoup moins de pression, etc. De bien vous reposer, de revenir en pleine forme à la rentrée. Et puis on se reparle de tout ça. Pour certains d'entre vous, je vous verrai à Paris, hein, et puis pour les autres, ben, on se retrouve le 5 et éventuellement par communication interposée, peut-être avant, mais je pense que je vais alléger énormément maintenant. Et donc, vous pourrez tranquillement vider le neurone de tout ça, ou au contraire y réfléchir à tête reposée au mois d'août, et puis revenir plein d'enthousiasme et d'envie à la rentrée au mois de septembre, le 5 avec nous, et puis voilà, après, alors, on sera au congrès. On va partager un stand avec Factory 456, donc on sera au congrès à Lyon. Je sais plus en tête le numéro de stand, mais ça je vous le communiquerai. Hein, si vous voulez venir nous voir, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Voilà les dernières news. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée et puis un très bon week-end et à suivre après de très très belles vacances hein, avec plein de repos, plein de remotivation, de vitamines et de soleil. Et on se retrouve assez prochainement, mais ça fera quand même dans 2 mois, mine de rien. Je vous dis à bientôt.